Les plus anciennes traces d'occupation du territoire maya remontent à 1500 ans avant notre ère. Quand même 3000 ans avant que le fameux Christophe Colomb ne débarque tout fier sur les côtes américaines. Ni lui, ni les conquistadors qui l'ont suivi ne se doutaient de l'existence d'une civilisation sur le continent américain. Pourtant, les Mayas, qu'on appellera plus tard les Grecs du Nouveau Monde, étaient déjà un peuple très avancé. Aujourd'hui, je vous emmène sur la presqu'île du Yucatan, à l'extrême est du Mexique, aux portes du Guatemala. Je vous invite à marcher sur les traces d'un archéologue doucettement allumé, d'un fondu du vestige, d'un explorateur invétéré qui a passé sa vie à étudier la grandeur puis décadence de la civilisation maya. Edward Thompson s'est juré de prouver l'existence des sacrifices humains dans leurs rituels. Aidé par le Peabody Museum, une référence mondiale en matière d'archéologie, Thompson a décidé d'explorer les profondeurs d'un puits. 40 mètres plus bas, vous allez le découvrir dans quelques instants, le résultat des fouilles est surprenant. Le parcours de l'homme l'est tout autant. L'ampleur de cette découverte aurait dû faire de Thompson un grand archéologue, reconnu par ses pairs. Il n'en est rien. Un trafic douteux a eu raison de sa gloire. Il a fini radié du cercle des archéologues. Le film que vous allez voir maintenant raconte l'histoire de cet homme, un destin atypique au service d'une civilisation fascinante. Voici l'histoire d'un homme victime de son ambition. Edward Thompson était obsédé par son désir de découvrir les secrets de la jungle du Yucatan. Dans ce domaine des cités perdues, ignorant le danger, il s'enfonça au cœur du monde maya. Il découvrit des trésors au-delà de ses rêves les plus fous. Mais cet étranger qui envahissait leur terre éveilla la colère des dieux mayas. Et ils le punirent. Des trésors dorment au plus profond des coffres du Peabody Museum. Des tiroirs remplis d'or. Des milliers d'objets en jade. Certains sont encore brisés en minuscules fragments, d'autres ont été réassemblés. Ces trésors ont passé plusieurs siècles au fond d'un puits naturel, un cénote, au plus profond de la jungle du Yucatan, au Mexique. C'étaient des offrandes aux dieux des Mayas, une civilisation qui a régné sur la péninsule du Yucatan pendant plus d'un siècle. Des offrandes de métaux précieux, de jade, de poterie et des sacrifices humains. L'homme qui a arraché ces trésors à leur tombe souterraine était Edward Thompson, ou Thompson du Yucatan, comme il se baptisait lui-même. Je considère mon travail sur ce cénote comme le couronnement de ma carrière et de ma vie. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, et tout mon travail précédent semble n'avoir eu qu'un seul but, ce cénote. Et aujourd'hui, je peux contempler ma carrière qui fut aussi riche en incidents et aventures de toutes sortes qu'un homme peut en rêver. Mais le triomphe d'Edward Thompson le conduisit à sa perte. Alors même que tous admiraient son courage, il fut accusé de vol. Il ne fut qu'un homme avide de gloire et finit sa vie dans l'obscurité. Dès le début de ses fouilles dans le Yucatan,
Edward Thompson se décrivait comme un héros intrépide. C'est l'image qu'il avait toujours eue de lui-même. Il était né sur la côte de la Nouvelle-Angleterre en 1856, fils d'un employé du chemin de fer. Falmouth était un petit village de pêcheurs sur la ligne de train de Cape Cod. Pour la plupart de ses habitants, ce village n'avait rien d'extraordinaire. Pour le jeune Edward, c'était un endroit magique, recélant 1000 secrets et trésors à découvrir. Cette région du pays était riche d'objets indiens. Mes souvenirs d'enfance les plus heureux sont de longues promenades avec ma jeune et jolie mère. C'était une artiste, et son œil vif repérait les pointes de flèches au milieu des cailloux sur la plage. Elle me légua son goût pour l'archéologie. En grandissant, sa fascination pour les Amérindiens ne fit que croître. Il lisait des descriptions de cités en ruine dans les forêts d'Amérique centrale, des récits de grandes civilisations à l'apogée de leur gloire avant la conquête des Européens, les Aztèques, les Toltèques, les Mayas. Il fut inspiré en particulier par les aventures de John Stephens, qui avait exploré le Yucatan au début du XIXe siècle. Stephens était tellement fasciné par la civilisation maya qu'il s'empara d'une cité perdue. Que ressent-on quand on possède une ville? Ces histoires faisaient rêver ce fils de cheminot, et elles le passionnaient. En 1879, alors qu'il était encore étudiant, Edward Thompson écrivit un article pour un magazine de sciences qu'il intitula « Atlantis n'est pas un mythe ». Je suggérais que la mystérieuse civilisation des Mayas était une branche de la civilisation qui existait sur le continent perdu d'Atlantis. Selon les anciens Égyptiens, ce continent, disparu en un jour et une nuit, fut avalé par les eaux de l'Atlantique. Je n'étais peut-être qu'un jeune homme naïf et présomptueux, mais mon article attira l'attention de plusieurs hommes qui s'intéressaient aux recherches archéologiques. En 1885, un groupe d'Américains de la Nouvelle-Angleterre, des hommes respectables et respectés, invitèrent le jeune Thompson à dîner. Ils avaient été impressionnés par son enthousiasme pour l'histoire ancienne, et il était à son tour impressionné de se retrouver en compagnie de ces hommes influents. Son hôte, Stephen Salisbury, était président de l'American Antiquarian Society. Ils cherchaient quelqu'un qui serve leurs intérêts archéologiques dans le Yucatan. Un jeune ingénieur fraîchement diplômé et enthousiaste était le candidat idéal. Monsieur Salisbury me demanda alors si j'acceptais leur offre. La question était superflue. À la demande de ces hommes influents, le président des États-Unis me nomma consul au Mexique, afin de m'assurer une position solide. Et c'est comme cela que je suis allé au Yucatan, grâce au continent perdu d'Atlantis. À la fin de cette année, Thompson arriva au Yucatan avec sa femme et leur bébé de 6 mois. À la fin du XIXe siècle, Mérida, la capitale du Yucatan, était une ville en pleine expansion, enrichie par le commerce du sisal.
Thomson était fasciné par l'abondance qui l'entourait, mais il s'intéressait davantage aux pauvres. Car les pauvres étaient des Mayas, les descendants d'une grande civilisation. Leur culture avait été presque totalement détruite par les conquistadors espagnols. Pourtant, ils parlaient toujours la langue de leurs ancêtres. Était-il possible qu'ils aient également conservé certaines de leurs anciennes connaissances ? Quand il fut nommé consul à l'âge de 29 ans, Edward Thomson était le plus jeune consul des États-Unis au Mexique. Il allait rester à ce poste pendant 30 ans. Mais son cœur et sa passion étaient ailleurs. Quand je suis parti au Yucatan, je débordais d'enthousiasme pour mon travail. J'avais la chance d'être jeune, fort et en bonne santé, et je décidai que le meilleur moyen de poser les bases de mon futur succès serait de vivre au milieu des Mayas. Dès qu'il put se libérer des tâches de sa charge de consul, Edward Thomson se lança sur les traces de l'homme qui avait inspiré sa vocation, John Stephens. Thomson voulait connaître la même gloire, être reconnu comme explorateur, aventurier et archéologue. Dans les années 1880, le Yucatan était une contrée sauvage. Peu de routes et une abondance d'insectes, de serpents et de jaguars. Il y avait aussi les risques d'attaque par les bandits qui terrorisaient la région, les sublevados. Ainsi que le risque plus insidieux des fièvres tropicales. Mais pour Edward Thomson, le danger semblait sans importance au regard des récompenses escomptées. Il avait la chance de voir de ses yeux les preuves de l'existence des cités abandonnées et d'une civilisation perdue. Au cours de ces expéditions, j'ai appris à voyager léger et à me nourrir comme les Indiens de la forêt. Plus tard, ces connaissances m'ont donné un avantage certain sur des scientifiques qui refusaient de vivre comme les indigènes. Mira, mira, vamos. Il y a 1000 ans, les Mayas avaient construit des temples dignes des plus grands monuments du monde. Mais depuis la conquête espagnole, leurs grands édifices étaient abandonnés à la jungle. Quand Thomson arriva au Yucatan, la plupart des villes mayas avaient été redécouvertes et explorées. Il ne voulait pas seulement suivre la trace de ses aînés, mais il voulait se faire un nom, et pour cela il fallait qu'il fasse ses propres découvertes. Il décida de visiter l'une des villes mayas les plus impressionnantes, Chichen Itza. Mille ans auparavant, des centaines de milliers de gens vivaient dans cette ville. Des guerriers, des commerçants, des artistes et des prêtres. Mais Thomson s'intéressait surtout aux sacrifices humains dont il avait entendu les récits. Les sacrifices de vierges qui s'offraient aux dieux mayas
au puits sacré, le cénoté. C'était comme si les pierres sacrées s'animaient devant lui et lui racontaient les sacrifices des temps passés. La victime est très belle, parfaite, la plus jolie jeune fille de la région. Son visage est pâle. Elle a conscience de l'honneur suprême de sa position. Elle va devenir l'épouse du dieu de la pluie. À travers toute la ville, Thompson découvre les symboles du dieu de la pluie, Chaak, le nez recourbé comme la trompe d'un éléphant. Thompson était sûr d'être arrivé au bon endroit. Le nom même de la ville, Chichen Itza, faisait référence au puits sacré. Les indigènes croyaient depuis toujours que quelque part dans ces profondeurs inaccessibles, le puissant dieu des eaux avait élu domicile et que sa colère était responsable des sécheresses, des maladies et des nuées d'insectes qui s'abattaient régulièrement sur la région. Cette croyance les obligeait à envoyer vers le dieu des messagers chargés de riches présents. Mais où finissait le mythe et où commençait la réalité? Les histoires que racontaient les Mexicains lui faisaient revivre le passé. Depuis longtemps, je suis convaincu que le folklore très varié des Mayas d'aujourd'hui contient l'essence même de leur histoire. Et au cours de mes séjours chez eux, j'ai appris leurs légendes. Thompson découvrit que selon la tradition maya, il existait 3 mondes. Le monde de la vie quotidienne, le monde céleste des dieux et des esprits, et le monde souterrain, domaine de Chaak. Le cénoté de Chichen Itza et les grandes caves de l'Oltun étaient 2 des portes du royaume de Chaak. Edward Thompson n'était pas homme à rester à la porte d'un royaume sans y pénétrer. Peu d'hommes blancs ont regardé à l'intérieur de l'entrée noire de la grotte. Pendant plusieurs jours, nous avons progressé comme des taupes humaines, de plus en plus profondément dans les entrailles de la caverne. Les salles se succédaient, certaines se touchaient, mais d'autres semblaient enfilées, selon les mots de mon compagnon, comme des perles sur un chapelet. Il découvrit des dessins sur les murs de la grotte, la preuve de cérémonies en l'honneur du dieu Chaak. Tandis que le groupe s'enfonçait de plus en plus profondément dans les entrailles de la terre, les guides de Thompson commencèrent à hésiter. Quand un courant d'air froid sembla les attirer vers un trou noir à leurs pieds, ils refusèrent d'aller plus loin.
No, señor. Pour les Mayas, au contraire des chrétiens, l'enfer est un endroit glacé. Il était évident qu'en dépit de 3 siècles de christianisme, les Mayas craignaient toujours le pouvoir de leur Dieu. Thomson entreprit de décrire les croyances et les rituels des Mayas modernes et de rechercher le lien entre leur passé et leur présent. Les chamans, médiateurs entre le monde des hommes et le monde des esprits, avaient toujours leur place dans la société maya. Ils guérissaient les malades et se chargeaient des offrandes aux dieux. Lors d'une sécheresse, Thomson fut témoin d'une cérémonie où un chaman demandait à Chaak de faire tomber la pluie sur la région. Il existe des groupes mayas qui se livrent en secret à des pratiques et à des rituels condamnables pour l'Église, mais très intéressants pour les anthropologues. Cet étrange vieillard, ce prêtre de Chaak, connaissait-il d'autres rites dans la ville de pierre silencieuse? Connaissait-il les processions de victimes et de riches présents se dirigeant vers l'abîme, vers le puits sacré? Thomson avait acquis la conviction que la légende du cénoté avait une base de vérité. Il imaginait un trésor et les os des victimes enfouis au plus profond du puits. Et ses pensées l'électrisaient. Pendant de nombreuses années, j'ai été obsédé par l'idée d'explorer le fond du puits. J'y pensais dans la journée, j'en rêvais la nuit. Cette obsession me privait de tout repos et me valut une réputation d'original. Muy bien, tranquilos, tranquilos. Si Edward Thomson voulait monter une expédition pour explorer le cénoté, il devait avant tout impressionner ses commanditaires, l'American Antiquarian Society et le Peabody Museum de Harvard. Muy bien. Il devait les persuader que ses théories sur les sacrifices humains étaient plus sérieuses que ses théories sur l'Atlantide. Pendant les années 1890, il inonda ses commanditaires de centaines de photos du Yucatan. Mais c'est à l'exposition mondiale de Chicago de 1893 qu'il envoya son œuvre la plus spectaculaire. Son travail fut applaudi dans le journal officiel. « 1000 mètres carrés de moulage ont été pris par l'expédition pendant 14 mois d'un travail harassant et dangereux dans les jungles profondes et infestées de moustiques du Yucatan. Tous ceux qui ont visité l'exposition se souviennent de l'effet étrange produit sur l'imagination par ces monuments surgis d'un passé inconnu, dressés dans toute leur majesté au milieu de la beauté et de la magnificence, mises à leur service par les architectes et les paysagistes d'aujourd'hui.
Les monuments du Yucatan furent reconstruits sur les bords du lac à Chicago. Un mécène de Chicago vint apporter son aide à Thompson, le millionnaire de la viande Allison Armour. Il fut tellement impressionné par l'exposition sur le Yucatan qu'il donna assez d'argent à Thompson pour acheter la terre sur laquelle Chichén Itzá se dressait. Désormais, l'ancienne cité lui appartenait. Au début du siècle, 15 ans après son arrivée au Yucatan, Edward Thompson était devenu un homme respectable. Archéologue, consul, propriétaire, père de 6 enfants et maintenant roi de Chichén Itzá. Un soir, à minuit, il retourna dans la ville dont il était devenu le propriétaire. J'avais passé toute une journée à cheval, malgré la chaleur et la poussière, à travers la jungle infestée d'animaux sauvages. Plusieurs fois, mon guide indien, qui marchait à pied, dut mener mon cheval autour des énormes pierres qui nous barraient le chemin. Même le charme de la lune ne parvenait pas à soutenir mon corps épuisé. Mais alors que je levai les yeux, je fus parcouru par un sentiment d'excitation qui me réveilla. Là-haut, fantomatique dans la clarté de la lune, un temple grec colossal semblait se détacher au sommet d'une colline. Trop excité pour dormir, il décida d'atteindre le pinacle de la cité qu'il venait d'acquérir et d'annoncer son arrivée aux dieux pour lesquels elle avait été construite. À la fin d'une montée épuisante, j'atteignis une corniche de pierre à 24 mètres au-dessus du sol et en face de la porte nord du temple, l'autel du grand Dieu. Mes genoux tremblaient et je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule avec une certaine appréhension, craignant la colère du Dieu dont le temple avait été profané par les yeux d'un infidèle. Mais Edward Thompson devait braver la colère des dieux s'il voulait découvrir le secret du cénoté. Je ne cherchais que le puits d'eau. Ma foi était totale. J'étais convaincu que ma quête ne serait pas en vain et que je pourrais obliger le puits à me livrer ses secrets. Du moins, je devais essayer, ou risquer d'être hanté par cette idée jusqu'à la fin de ma vie. Épuisé, Thompson parcourut le dernier kilomètre qui séparait le cénoté de l'hacienda qui allait devenir sa maison. Là, il découvrit la preuve de l'existence d'autres fantômes qui hantent Chichén Itzá, les sublevados. Les hors-la-loi mayas avaient tué les précédents propriétaires. Ces sauvages avaient assassiné tous les êtres vivants de l'hacienda et brûlé tous les bâtiments. Encore aujourd'hui, les sublevados n'obéissent à aucune loi, et on m'avait prévenu du danger qui me guettait. De retour aux États-Unis,
Thomson dut faire face à d'autres menaces plus tangibles que les fantômes qui hantaient l'hacienda. Ses commanditaires de Harvard commençaient à exprimer une certaine impatience concernant le travail de Thomson dans le Yucatan. Le professeur Frederick Putnam, directeur du Peabody Museum, s'interrogeait sur les capacités d'un amateur enthousiaste à servir leurs intérêts archéologiques. Putnam craignait que Thomson ne se soit laissé distraire par sa nouvelle fortune et ses obsessions de moins en moins orthodoxes. Les professeurs d'Harvard étaient occupés à former des archéologues professionnels, des hommes qu'ils pourraient contrôler, comme Alfred Tozer, qui allait un jour devenir directeur du Peabody Museum. Quand Tozer visita le Yucatan au début des années 1900, il put constater que Thomson avait fait revivre l'hacienda avec des centaines de têtes de bétail, des chevaux et 40 serviteurs. Mais dans une lettre à Harvard, Tozer se demandait ce que tout cela avait à voir avec l'archéologie. Thomson est un homme d'affaires habile et il a amassé une petite fortune. Il m'a fait part de ses plans pour fouiller les ruines. Il y a un peu de tout. C'est son plus grand problème. Il ne se concentre pas sur un endroit, mais creuse ici, puis là. Bien que je déteste jouer les espions pour M. Putnam, Thomson semble avoir de trop nombreuses cordes à son arc. Derrière les sourires, l'humour et l'incessante générosité de Thomson, je perçois un aspect plus sinistre. Je suis choqué par les conditions de vie des ouvriers sur l'hacienda. Ils sont traités comme des esclaves. Donc on peut dire que le consul des États-Unis est un esclavagiste. L'autre jour, Don José, le contremaître, a fait attacher 2 ouvriers à un poteau et les a fait fouetter. Il est monstrueux que le consul des États-Unis permette que cela se produise sur son ranch. Après 20 ans passés dans le Yucatan, Thomson avait perdu le contact avec Harvard. Pourtant, malgré les réticences de ses commanditaires, il réussit à conserver leur soutien. Et ils apportèrent leur aide à son projet le plus personnel et le plus ambitieux, celui qui l'obsédait depuis des années. Il voulait découvrir les secrets du cénote. En 1904, presque 20 ans après son arrivée au Yucatan, Thomson eut enfin les moyens de faire venir de New York l'équipement nécessaire pour draguer le puits. Il allait enfin pouvoir découvrir les secrets du cénote. Les premières explorations ne furent pas très encourageantes. Pendant des jours et des semaines, ils ne trouvèrent que de la boue. Mes espoirs, qui avaient été si grands, mouraient peu à peu. Le travail était interminable et dégoûtant. J'essayais de ne pas montrer mon découragement à mes Indiens. Pourtant, ils s'en rendaient compte. Et je crois qu'ils se demandaient chaque jour combien de temps encore ce fou d'étranger persisterait dans sa folie et continuerait à les payer pour remonter de la boue inutilisable comme fertilisant du fond d'un puits abandonné. Mais le sort me préparait une bonne surprise. Un jour, alors que le désespoir m'habitait, la drague remonta quelque chose qui me redonna espoir. C'était un morceau de copal, certainement la résine aromatique qui était jetée dans le cénote en offrande au dieu de la pluie au cours des siècles passés
quand Chichen Itza était une grande ville sainte, la Mecque des Mayas. Le fond du puits commença à livrer ses secrets. Chaque seau de boue remontait une nouvelle découverte. Plus les trésors s'accumulaient, plus Tozer, l'homme raisonnable de Harvard, se rapprochait de Thompson. Son enthousiasme dépassait même celui du consul. Tous ici, nous n'avons plus qu'une pensée à l'esprit, le dragage du cénoté sacré. On ne peut s'empêcher de fouiller la boue chaque fois qu'un seau remonte du fond du puits. Il est impossible de vous décrire la richesse, à la fois intrinsèque et scientifique, de cette collection. Il y a des plaques en or, des bols en or, des statues en or et des cloches en or. Et tous ces objets sont aussi brillants et polis que le jour où ils ont été fabriqués. Quant au jade, les découvertes sont innombrables. Il y a probablement plus de jade dans ce cénoté que dans tous les musées du pays réunis. À présent, les commanditaires d'Harvard, réticents au début, sont atteints par la fièvre de l'or. Le professeur Putnam du Peabody Museum écrit: Vous avez une chance unique de faire les plus grandes découvertes d'Amérique centrale. Je vous supplie de ne pas confier la découverte de ces importants spécimens à d'autres, mais de fouiller vous-même la boue qui remonte du cénoté. Tozer répondit à Harvard en leur conseillant de garder le secret. Cette collection vaut des centaines de milliers de dollars. Je suis sûr que le gouvernement mexicain ferait tout ce qui est en son pouvoir pour la récupérer, si elle était exposée immédiatement. Et cela pourrait entraîner des complications internationales, car M. Thompson est consul des États-Unis. M. Thompson s'attend à tout moment à ce que les autorités interrompent son travail, car elles n'apprécient certainement pas le succès d'un étranger. Heureusement, une malle de trésors a quitté le pays sans danger, donc nous sommes soulagés. Protégé par sa qualité de consul, Thompson continua pendant des années à envoyer ses découvertes au Peabody Museum, persuadant les Mexicains de détourner les yeux. Mais ce besoin de secret allait lui ravir la gloire qu'il désirait tellement. Et cette discrétion allait donner naissance à des rumeurs, des insinuations et des exagérations. Les trésors envoyés au musée étaient impressionnants, mais certainement pas autant que le prétendaient Thompson et Tozer. Leur enthousiasme avait-il exagéré leur découverte? Ou une partie du trésor avait-il disparu? Thompson était-il un fabulateur ou un voleur? À l'époque où Edward Thompson aurait dû célébrer sa victoire, son monde commençait peu à peu à s'écrouler autour de lui. Le département d'État américain s'interrogeait sur le comportement pour le moins peu orthodoxe de leur consul au Yucatan. Bien que M. Thompson soit un archéologue distingué, il a permis que le fonctionnement du consulat se détériore pendant de longues années. Le bureau était complètement désorganisé, les papiers officiels étaient éparpillés et la conduite des affaires était critiquable d'une manière générale et dans tous les départements. Ce n'était pas simplement un problème d'incompétence. À une époque où des soulèvements violents conduisaient le Mexique vers une révolution, le consul américain était une cible vulnérable. Thompson était convaincu que des jalousies politiques lui avaient fait perdre son poste.
Un Américain propriétaire d'un trésor national mexicain était une cible évidente pour les révolutionnaires politiques. Mais Edward Thompson ne se laissa pas détourner de sa quête du mystère du cénoté. En 1909, Edward Thompson, alors âgé d'une cinquantaine d'années, revêtit un équipement de plongée qualifié par les spécialistes de cercueil de fer. Il voulait acquérir la preuve que le puits avait été le théâtre de sacrifices humains. Il voulait trouver des restes humains. Il avait conscience des risques qu'il courait, pourtant rien ne l'arrêta. Quoi de plus intéressant et de plus romanesque que de descendre au plus profond de ce puits noir, jusqu'à la demeure la plus sacrée du dieu de la pluie. Je risquais de rester au fond du puits. Sacrifice moderne à un dieu ancien. Mais j'étais prêt à courir ce risque. Le monde avait les trésors déjà remontés du fond du puits. Et si je mourais lors de cette ultime tentative, mes efforts n'auraient pas de toute façon été vains. All right, yeah. Okay, we're going to hold on to your hands now. Yeah. J'avais l'impression de soulever le voile qui sépare l'homme du monde des morts. En mettant le pied sur le premier barreau de l'échelle, il était difficile de ne pas lire les pensées des hommes qui actionnaient la pompe, mes fidèles Indiens. Ils me disaient adieu, convaincus de ne jamais me revoir. Je dois admettre qu'en lâchant l'échelle au fond du puits et en m'enfonçant dans l'eau sombre, mon cœur battait plus fort que ne le justifiait la pression de l'eau. Et mon esprit, comme celui d'un homme qui se noie, fit défiler devant mes yeux toutes les erreurs de ma vie. En arrivant à une profondeur d'environ 3 mètres, je ressentis des douleurs intenses dans les oreilles, comme si on m'enfonçait des objets pointus dans les tympans. En ajustant les valves de mon casque et en ouvrant la bouche, je réussis à équilibrer la pression de l'air dans mes oreilles. Au plus profond du cénoté, Thompson et le plongeur qui l'accompagnait découvrirent d'autres trésors. Et enfin la clé du mystère du cénoté. La preuve que des hommes étaient entrés dans le royaume de Chaak des siècles auparavant. En voyant ce crâne blanchi, mon cœur s'est serré en pensant aux jeunes filles dont les vies avaient été détruites, alors même que tout leur souriait. Il était facile d'imaginer la chair sur les eaux et de voir le dernier acte solennel par lequel cette jeune fille, vêtue de ses plus beaux vêtements, avait coulé au fond de ce puits et trouvé la mort. Le couteau du sacrifice
est à mon avis l'une des plus belles découvertes. Le manche est en parfait état, comme s'il avait été fabriqué hier. C'est une arme cruelle et venimeuse, taillée pour ressembler à 2 serpents enlacés. C'est une découverte extraordinaire. Ce fut le moment le plus passionnant, le plus romanesque de ma vie. Le couronnement de tout mon travail dans le cénoté. J'avais enfin accompli tout ce que j'avais jamais rêvé de faire. Ce poignard, la preuve la plus éloquente que Thompson avait raison depuis le début, fut envoyé en secret au Peabody Museum, où il rejoignit les autres trésors. Pourtant, la gloire le fuyait toujours. Quelques années après sa plongée triomphale, alors qu'il était à Mérida, les ennemis de Thompson se levèrent contre lui. Des fermiers en colère, poussés par les idées révolutionnaires qui enflammaient le Mexique, mirent feu à l'hacienda. Thompson fit un procès au gouvernement mexicain, l'accusant de négligence. Le gouvernement l'attaqua en retour. Pour la première fois, Thompson fut accusé d'avoir volé des trésors mexicains et de les avoir envoyés aux États-Unis en cachette. Ils estimèrent les trésors à plusieurs centaines de milliers de dollars et menacèrent de confisquer la terre de Chichén Itzá comme compensation. Dans les années 20, Thompson se trouva assiégé et ruiné. Il écrivit une lettre désespérée à Tozer, maintenant directeur du Peabody Museum. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ici pour le musée ou pour ses amis qui me permettrait de recevoir la somme de 200 $ chaque mois pendant les prochains 6 mois? Je suis arrivé au bout de mes ressources, alors que l'on fait tout pour m'arracher Chichén. Voilà pourquoi je vous envoie ce SOS. Je ne demande pas la charité. Je ne l'ai jamais fait et je suis trop vieux pour commencer aujourd'hui. Mais si je ne trouve pas cette somme, le sort de Chichén est entre les mains des dieux. Et les dieux semblent de très mauvaise humeur en ce moment. Vers la fin de sa vie, Edward Thompson retourna aux États-Unis. Il avait perdu Chichén Itzá et sa réputation. Il en était réduit à raconter ses exploits que les gens ne croyaient qu'en partie. Il est mort en 1935, à l'âge de 79 ans, oublié de tous, sans que le tribunal mexicain ne se soit prononcé. 7 ans après sa mort, la Cour suprême du Mexique déclara que les trésors du cénoté étaient la propriété légale de l'héritage Thompson et du Peabody Museum. Mais la question morale restait entière. Encore aujourd'hui, de nombreux Mexicains considèrent Thompson comme un voleur. La plupart des objets remontés du cénoté
sont enfermés dans les coffres du musée, mélangés à d'autres collections ethnographiques. Peut-être est-ce le signe que malgré le jugement du tribunal, le musée doute encore de la validité de son titre de propriété. Thompson, lui, n'en a jamais douté. Ces preuves, que j'ai remontées des profondeurs des eaux sombres et de la boue noire, n'appartiennent pas au Mexique. Elles appartiennent à l'histoire du Nouveau Monde. Ces trésors ont une valeur scientifique inestimable et doivent être préservés.